Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une conférence de Cambo Costa sur l'aristocratie et la noblesse. Donc, Cambo, je te laisse commencer. Alors bonjour à tous. Donc pour cette deuxième conférence de ma part, que j'ai intitulée donc Monarchie, aristocratie et noblesse. Alors pourquoi cette conférence? Cette conférence parce que je me suis aperçu que l'un des arguments qui nous était le plus souvent reproché à l'Action française, de la part souvent de personnes qui ne connaissent pas le mouvement et encore moins le milieu royaliste, c'est celui qui voudrait que l'on soit monarchiste parce qu'on est noble, ou en tout cas que la noblesse soit une condition sine qua non pour entrer à l'Action française et pour être royaliste. J'ai décidé donc pour étayer un peu mon propos, puisque je savais que en commençant cette conférence, on risquait de partir un peu dans toutes les directions et de tomber dans une discussion de bas étage. J'ai décidé de m'appuyer sur un livre de Vladimir Volkov, que je pense certains d'entre vous connaissent au moins de nom. Et ce livre s'intitule « Pourquoi je serais plutôt aristocrate ». Alors avant de vous présenter son livre, je vais déjà vous présenter l'auteur. L'auteur, Vladimir Volkov, né en 1932 et décédé en 2005, donc c'est quelqu'un qui est décédé très récemment. C'est un homme déraciné, fils de deux cultures, donc puisqu'il est issu d'une famille russe établie en France, qui va décider de rester apatride pendant une certaine partie de sa vie, afin d'afficher sa fidélité à son identité russe et orthodoxe. Et c'est un homme qui va décider, à peu près à l'époque de son adolescence, de devenir français. Et comment va-t-il devenir français? C'est évidemment pas en regardant à la télé Hanouna, c'est évidemment pas en lisant l'histoire de Robespierre et de Danton, c'est en découvrant un livre de Jean de La Varande qui s'intitule Les Manants du Roi. Et c'est à la lecture de ce livre, et notamment du récit de la mort de Louis XVI et de la révération que lui vouait un certain nombre de paysans vendéens et chouans, dont le portrait d'ailleurs est dressé par Jean de La Varande. Donc c'est à la lecture de ce passage que Vladimir Volkov, aristocrate russe exilé en France, qui se sentait jusqu'à alors russe et non français, donc c'est à la lecture de ce passage qu'il va décider d'être français. Je cite, donc c'est dans l'une de ses œuvres phares qui s'appelle L'exil et ma patrie, où il parle justement de son processus de francisation en quelque sorte, qu'il explique ceci. J'ai eu à cet instant la révélation qu'il existait une autre France que celle des petits paysans qui m'accueillaient à coups de pierre ou des petits bourgeois qui essayaient de copier sur moi les compositions. Une autre France que la France immédiate et grise, une France en couleur, une France des traditions. C'était idiot de ma part de ne pas m'en être aperçu plus tôt, mais voilà comment à 16 ans, j'ai brusquement compris qu'il existait en France quelque chose qui ne m'était pas étranger. Donc, un personnage qui était certes un aristocrate, d'ailleurs il va y dédier en fait l'un de ses essais, mais qui se sentait avant tout français, et dans cette conférence, j'ai décidé de montrer pourquoi, si l'on veut être français, en tout cas si l'on veut se sentir français et faire sentir aux autres la nécessité d'être français, il faut se revendiquer aristocrate, et donc être aristocrate et être français, c'est être monarchiste. Donc l'essai en soi, pourquoi je serais plutôt aristocrate, a été créé en 2004, donc il a été créé en français moderne, donc il est très facile à lire et très rapide. Publié aux éditions du Rocher, c'est l'exemplaire que j'ai lu. Il est édité aux éditions du Rocher. Il doit pas coûter bien cher, je crois qu'il coûte de mémoire 15 € exactement. Il s'inscrit dans la continuité d'un autre essai de Vladimir Volkov, Pourquoi je suis maillément démocrate, écrit 2 ans plus tôt, et il explicite le raisonnement donc de l'auteur, qui l'a poussé, comme je l'ai dit, à devenir un Français monarchiste, après s'être revendiqué un tsariste en exil. Il s'ouvre d'ailleurs sur plusieurs citations d'auteurs très éclectiques, principalement russes, que c'est la culture originelle de Vladimir Volkov. Et la première citation qui nous saute aux yeux, c'est une citation d'Aristote, La norme de l'aristocratie est la vertu, et une deuxième de Berdiaev. Berdiaev, c'est un existentialiste russe qui a été proche des doctrines marxistes. Une citation qui est la suivante,
l'idée aristocratique exige la domination réelle des meilleurs. La démocratie, la domination formelle de tous. Tout ordre vital et hiérarchique, il a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'est pas hiérarchisé, et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage. Se reconnaître, se vouloir, se vouloir se chercher toujours plus de devoirs est une attitude aristocratique. Réclamer des droits est une attitude commune. L'aristocratie n'est pas une classe, c'est un principe spirituel. Intéressant d'ailleurs de voir qu'un philosophe plutôt de tendance essentialiste et marxiste rejette l'idée d'aristocratie comme étant une classe. Donc ces deux premières citations, en fait, résument à elles seules l'intégralité de mon propos. À savoir que dans cet ouvrage, dans l'ouvrage que je vais vous présenter, chaque chapitre est un argument, une réponse à la question du titre. Pourquoi l'auteur, et pourquoi donc le lecteur, va décider de plutôt être aristocrate en ayant été élevé dans une société, la France, où les idées démocratiques et la propagande démocratique sont particulièrement fortes, que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'histoire, l'historiographie moderne, républicaine, dans la presse, dans la culture. On est entouré de démocratie et de démocratisme. Donc Vladimir Volkov, pour terminer sur sa présentation et la présentation de son œuvre, j'ai mis la citation, la première citation sur la raison qui l'a poussé à devenir aristocrate et français. J'ai mis mon plan ensuite. Donc être aristocrate, c'est être français. Être aristocrate et français, c'est donc être monarchiste. On reste dans une posture complètement pragmatique et empirique. On reste des Maurrassiens. Et j'ai également mis un raccourci vers une vidéo, dont certains d'ailleurs ont réagi, une vidéo de Bernard Lugan qui cite un exemple qui pour moi résume la pensée et l'attitude de Vladimir Volkov. Donc c'est à peu près au milieu de la vidéo. Bernard Lugan devait se battre en duel contre un journaliste qu'il avait provoqué en duel. Je rappelle que Bernard Lugan faisait partie d'une association pour le rétablissement du duel en matière de presse, et que Vladimir Volkov était, non content d'être le vice-président de cette association, était aussi un très bon ami, un ami intime de Bernard Lugan. Et Bernard Lugan le désigne comme étant son témoin. Vladimir Volkov accepte bien évidemment en bon aristocrate, et en bon aristocrate, encore une fois, il va se fendre d'un geste tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va demander à Bernard Lugan de ne pas être un simple témoin selon les règles du duel français, à savoir que le témoin est celui qui se contente de compter les points, entre guillemets, et de s'assurer de la validité de la victoire, mais c'est aussi, dans la culture russe et dans la tradition russe, un témoin qui va se battre contre le témoin adverse. Et donc du coup, Vladimir Volkov demande à Bernard Lugan l'autorisation d'appliquer les règles russes du combat, et donc de participer au duel à ses côtés. Évidemment, Bernard Lugan, en bon aristocrate français, va être très touché par la proposition de son ami, il va accepter, et Bernard Lugan conclut avec cette phrase. Bon, évidemment, en face, ils se sont tous sauvés, mais ce jour-là, j'ai bien su que j'avais gagné un ami. Donc, pour commencer, être aristocrate, comme je vous l'ai dit, c'est être français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vladimir Volkov est devenu français en devenant aristocrate. Je vais résumer dans chaque partie, je ne vais pas forcément résumer tous les chapitres, puisque Volkov présente pas moins de 20 chapitres, et chacun de ces chapitres est orienté autour d'une idée. J'ai décidé d'en résumer 5 dans cette conférence, parce que vous allez voir, ce sont sans doute les plus faciles à comprendre, et ceux qui feront le plus mouche auprès de votre auditoire. Le premier chapitre est considéré, est consacré par Volkov à ce qu'il appelle l'esprit de contradiction. Donc je suis aristocrate par pur esprit de contradiction. Donc, selon les dires de Volkov, si la plus grande confusion n'est pas toujours entretenue entre les valeurs monarchiques, oligarchiques d'extrême droite, patriciennes, féodales, nobiliaires, nobles, chevaleresques, militaristes, populistes, jet-set, je serais moins porté à m'affubler de ce qualificatif criard d'aristocrate. En gros, cette citation pour dire quoi ? Pour dire, si aujourd'hui on n'était pas dans une société qui volontairement ou par paresse d'esprit voulait tout mélanger, évidemment que plus personne ne se revendiquerait aristocrate.
De nos jours, en effet, si on réfléchit bien, on mélange tout, que ce soit en histoire, en culture, en politique et même parfois en religion. On voit sur la scène politique des partis dits souverainistes, pour certains se revendiquant même du nationalisme. Ces partis-là citent pêle-mêle des auteurs comme Voltaire, qui est l'un des apôtres de la démocratie, De Gaulle, une espèce de mutation entre la doctrine d'action française et de l'autre côté une sorte de républicanisme bourgeois bon teint, des penseurs du nationalisme révolutionnaire comme Nietzsche, ou des auteurs polymorphes comme Victor Hugo. Voilà. Qui d'ailleurs ne fait cesser de parler de lui à chaque fois qu'on ressort un nouveau préquel ou une nouvelle version comédie musicale des Misérables. Volkov, donc, comme nous, je pense, ne se reconnaît dans aucune partie de ce fourmillement anarchique. D'ailleurs, il ouvre son chapitre en citant un exemple, qui n'est pas un exemple de grand personnage connu. Il aurait pu nous citer un prince de Condé, ou il aurait pu nous citer un La Roche-Jacquelin, ce n'est pas le cas. Il nous cite l'exemple de son jardinier. Fils de métayer, doté de ce qu'il appelle une élégance rustique, personnage modeste, serviable, humble, sans compromis. Ce sont les mots mêmes de Volkov. Et il cite cet exemple, je pense, pour casser l'image d'une aristocratie comme classe sociale, comme le dit Berdiaïev dans sa citation, une aristocratie comme classe sociale, financière, aisée, héréditaire. En gros, ça c'est l'idée phare de Volkov et c'est l'idée phare que je vais essayer de montrer dans cette conférence, c'est que l'aristocratie est accessible à tous, sans doute bien plus que la démocratie, à condition évidemment de le vouloir. Soyons aristocrates donc, car tout le monde est démocrate de nos jours, du moins toute l'anti-France se réclame de la démocratie. Et ça, depuis le grand père de la démocratie, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui est, comme on le rappelle tous, enfin comme j'aimerais le rappeler, qui n'est ni français ni aristocrate. Ensuite, dans son chapitre 2, Volkov explique qu'il sera plutôt aristocrate parce qu'il a écrit un essai qui s'appelle « Pourquoi je suis moyennement démocrate ». C'est à force d'avoir réfléchi à la démocratie, nous dit-il, et de lui avoir trouvé quelques défauts, que j'ai été amené à me demander à quel système j'en trouverais le moins. Alors, évidemment, pour Volkov, le régime, l'aristocratie est pragmatique, parce qu'elle est empirique. On pourrait rajouter en beau maurassien, elle est positiviste, puisque derrière toute utopie, il y a la terreur. Cette citation, l'utopie derrière la terreur, c'est une citation d'un autre aristocrate russe très connu qui s'appelle Solzhenitsyn. Et elle a été prononcée au Luc-sur-Boulogne dans les années 2000 pour se souvenir, pour nous faire rappeler que l'utopie révolutionnaire a engendré la démocratie utopique et donc les massacres des aristocrates, comme il les appelait, de la Vendée. Pour Volkov, donc, il n'y a que deux principes fondamentaux qui gèrent le monde, en fait, et qui gèrent nos sociétés. La démocratie, d'une part, et l'antidémocratie ou l'aristocratie de l'autre. Pourquoi j'ai décidé de retenir ces deux mots ? Parce que ce sont des mots qui, lorsqu'on regarde dans la presse, ou même dans la pensée politique de manière générale, la pensée politique moderne, ces deux mots, en général, sont des mots fourre-tout, ou sont des mots qui ne sont pas explicitement définis. La démocratie, je rappelle, c'est un régime qui, pour Platon et Aristote, pour les penseurs de l'Antiquité grecque, c'est un régime qui base le pouvoir sur la quantité des suffrages. La quantité des suffrages qui est issue du démos et qui n'est pas le peuple, comme on adore à nous le faire penser, mais qui est en fait une base civique, un organisme civique, un organe civique. Donc déjà, premier point, un démocrate ne veut pas forcément le pouvoir du peuple. Il veut le pouvoir de ceux qui vont voter. Donc en France, évidemment, si on considère que la base qui vote est le peuple français, déjà on enlève un certain nombre de gens qui ne votent pas, qui ne peuvent pas voter. Est-ce qu'on pourrait penser que ces gens-là ne sont pas le peuple ? C'est une question qu'il faudrait penser à un démocrate. Et de l'autre côté, vous avez le principe de l'aristocratie qui base le pouvoir sur la qualité des personnes. Donc aristoi en grec signifie les meilleurs. Kratos signifie l'autorité, l'exercice de l'autorité à travers le gouvernement, la désignation du gouvernement. Un aristocrate est donc quelqu'un qui, peu importe sa classe sociale, base le pouvoir, l'exercice du pouvoir sur
la vertu, sur la qualité. C'est la citation d'Aristote au début de l'ouvrage. L'utopie démocratique, donc, parce que c'est bien une utopie, l'utopie démocratique possède ses propres mythes fondateurs, comme toute utopie. Par exemple, on pourrait citer le mythe de l'inaliénabilité des droits de l'homme. Le fait qu'on ne puisse pas, que ce sont des droits inaliénables pour tout un chacun. Sauf évidemment pour les ennemis de la liberté. C'est exactement ce que disait Marat. Autre mythe fondateur, la souveraineté du peuple. C'est exactement l'utopie rousseauiste. Pour rappel, Rousseau explique que si une assemblée de dieux existait, évidemment, il fonctionnerait avec un régime démocratique, puisque c'est le régime le plus parfait, le plus pur. Il faudrait aller demander ça à une assemblée de dieux. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. Et il y avait même un socialiste, j'ai même trouvé une citation d'un socialiste du début du 19e, fin du 18e, qui s'appelle Jean Collin de Ham, qui est l'un des fondateurs de la science sociale, qui cite cette chose-là qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle est encore valable de nos jours. Je cite, « Allez dire à un fanatique de la souveraineté du peuple que cette souveraineté est celle de la force brutale. Il vous regardera dans les yeux et croira que vous êtes fou. » Il en va exactement de même de nos jours. Allez dire à un homme politique qu'il faut être aristocrate et non pas démocrate, il va vous regarder comme si vous aviez dit qu'il fallait marcher sur la tête. Comme toute utopie, donc, en fait, il en va comme toute utopie d'un mythe fondateur et d'une irrationalisation du débat. On ne va pas chercher à avoir des arguments raisonnés ou des arguments pragmatiques. On va tomber dans le présent de vérité générale. Par exemple, dans sa démocratie religieuse, Charles Maurras nous donne l'exemple d'une utopie qu'il a eu à combattre et d'une utopie démocratique qu'il a eu à combattre lorsqu'il était à l'Action française. Et cette utopie, c'est ce qu'il a appelé le dilemme de Sangnier, c'est le christianisme, le catholicisme démocratique. C'était cette espèce de mutant des catholiques qui voulaient dépolitiser en quelque sorte la religion ou déreligionner en quelque sorte la politique en voulant attribuer au catholicisme la vertu démocratique, le caractère démocratique. La démocratie n'existe pas, lui crions-nous. Voici comment Maurras commence son dialogue avec Sangnier. Sangnier lui répond, nous la réaliserons. Comment ? Insiste Maurras. En faisant de chaque électeur un saint et en le dotant ainsi d'une âme de roi, répond Sangnier. Mais, objectons-nous encore, donc toujours Maurras, jamais peuple ne fut plus éloigné que le nôtre de cette sainteté. La démocratie ainsi entendue n'a pas existé aux âges de foi. Comment naîtrait-elle en plein scepticisme ? Sangnier revient à ce beau rêve, nous changerons le scepticisme. Et, termine Maurras, ne serait-il pas plus court de renoncer au rêve de la démocratie ? La démocratie donc est une utopie. Et ce n'est pas le vrai progrès, au sens de Proudhon. Ce n'est pas le terme historique et logique de l'évolution nationale française, comme le pensait Sangnier. Le terme historique et logique de l'évolution française, si elle continue sans son élément générateur et directeur, c'est-à-dire sans le roi, si elle reste républicaine et démocratique, ce sera la mort de la France. Conclut Maurras. On voit bien ici, donc dans cette partie, j'ai étayé en fait l'exemple que donne Volkov avec des citations de Maurras pour montrer à quel point Maurras était lui-même aristocratique on dira, et à quel point la démocratie reste une utopie dangereuse parce que c'est une utopie qui est facile, une utopie qui est facile, à laquelle il est facile de céder, et pour autant qu'il est très difficile à mettre en œuvre, voire impossible. Et c'est exactement, je terminerai sur cette partie avec une citation de Julius Evola, qu'on peut pas forcément taxer d'être un grand démocrate, bien au contraire. Donc c'est dans Les Hommes au milieu des ruines. L'inégalité est vraie de fait pour la seule raison qu'elle est vraie de droit. Elle est réelle pour la seule raison qu'elle est nécessaire. Ce que l'idéologie égalitaire voudrait dépeindre comme un état de justice serait au contraire, d'un point de vue plus élevé et à l'abri des rhétoriques humanitaires, un état d'injustice. C'est une chose que Aristote et Cicéron avaient déjà reconnue. Imposer l'inégalité veut dire transcender la quantité, veut dire admettre la qualité. C'est ici que se distinguent nettement les concepts d'individu et de personne. En clair, soyons aristocrates puisqu'on s'intéresse plus à la personne qu'à l'individu, on s'intéresse plus à la qualité qu'à la quantité.
Soyons aristocrates car les démocrates sont des utopistes et que la France n'est pas une utopie, mais bel et bien une réalité. Soyons aristocrates donc, puisqu'il faut être aristocrate pour être français. Deuxième partie, être aristocrate et français, c'est évidemment être monarchiste. Je le dis de façon évidente, on pourrait évidemment avoir ce débat avec un républicain, un nationaliste républicain, si tant est que ça existe. Ces arguments-là, je pense qu'ils feront mouche, même auprès de quelqu'un qui est très sceptique vis-à-vis de la monarchie. Donc, c'est le chapitre 3 de Vladimir Volkov qui s'intitule « Bien que l'aristocratie ne soit pas du tout la monarchie ». Ça, c'est un concept qu'il est fondamental de comprendre, parce qu'encore une fois, ce que je déplore, c'est que parfois, même dans notre milieu, même chez les nationalistes intégraux, on mélange les concepts, et on mélange les noms. Dans l'esprit de beaucoup de gens, nous dit Volkov, les mots aristocratie et monarchie sont associés. Cette association est abusive. Il faut la dénoncer et y renoncer, sous peine de sombrer dans la confusion inextricable qui résulte dans les pensées quand on emploie les mots n'importe comment. Ce n'est pas parce que certains monarques ont fondé ou ont perpétué des aristocraties, ou que certaines aristocraties ont fini par produire des monarchies, qu'on doit confondre ce qui tient du gouvernement de la cité et ce qui tient de sa structure. Pour Volkov, donc, si je dois vous résumer, il est nécessaire de ne pas confondre deux concepts. Et c'est pour ça que j'ai mis ces deux concepts en illustration, avec des illustrations que j'ai faites moi-même, le concept de Kratos et le concept d'Archos. Tous deux concepts issus du grec, issus de la pensée aristotélicienne dont, je le rappelle, nous nous revendiquons comme étant les héritiers, notamment à travers l'héritage de Charles Maurras. D'une part, tous les mots qui se finissent en archi, tous les termes qui se finissent en archi, qui viennent du grec archos qui signifie littéralement le maître, le chef, le dirigeant. Le terme archi renvoie au nombre d'individus qui exercent le pouvoir, qui exercent le gouvernement de la cité. Par exemple, évidemment, on connaît tous le terme de monarchie qui signifie commandement d'un seul, monoarchos, par opposition au terme de polyarchie, commandement de plusieurs, polyarchie qu'on a parfois amalgamé et à tort avec le terme de république. Autre type d'archie qu'on peut retrouver dans l'histoire humaine, l'oligarchie, le commandement d'un petit nombre, mais qui n'implique pas, à la différence, par exemple, du concept d'aristocratie, qui n'implique pas l'idée d'un élitisme particulier. On peut être un oligarque parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a confisqué le pouvoir par les armes. Autre terme, je vais vous citer deux autres termes, je pense qu'on pourrait imaginer. Le terme de pasarchie, qui vient du grec pas et du grec archos, qui signifie littéralement le commandement de tous. L'idée que dans une société, tout le monde devrait exercer le commandement, alors soit à tour de rôle, soit tous en même temps, qui implique également une autre notion que je pense on connaît plus, qui est le terme d'anarchie, commandement de personne, aucune personne exerçant un commandement significatif sur une autre personne dans la société. Les deux termes de pasarchie et d'anarchie étant d'ailleurs relativement liés. Donc on a parlé du terme d'archos, maintenant parlons du terme de kratos, puisque c'est ce que Volkov décrit comme étant ne devant pas être confondu. Les termes qui se terminent en kratie, donc du grec kratos, le pouvoir, la souveraineté, renvoient à la structure du pouvoir, à qui désigne ou à quelle personne désigne le gouvernant. Là encore, il suffit, donc j'ai mis en illustration un certain nombre de kratos. Donc vous avez, en commençant en haut à gauche, l'aristocratie. L'aristocratie, qui est, comme on l'a dit, la souveraineté des meilleurs. Un exemple d'aristocratie antique était l'aristocratie du Sénat romain, au sein duquel, évidemment, il y avait des luttes entre les démocrates et les aristocrates, entre les populares et les optimates, l'aristocratie romaine étant en théorie constituée des familles, des gens en latin, des familles des meilleurs individus de Rome, par leur naissance, par leurs possessions financières, par leurs exploits au combat contre les envahisseurs, etc. Ensuite, évidemment, concept qui est abordé dans cette conférence, le concept de démocratie, qui s'oppose au concept d'aristocratie. Comme je l'ai dit, c'est la souveraineté de la communauté civique. Certains d'ailleurs ont parlé de peuple. Comme je vous l'ai dit, c'est une notion qui est un petit peu pour moi hasardeuse.
un simple exemple, hein, un démocrate qui va vous parler de la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, lui demander s'il sait qui dans la démocratie athénienne, puisque j'ai représenté la démocratie avec l'exemple d'un vote à main levée à Athènes, de qui était constituée la base des votants, des citoyens dans la démocratie athénienne. Eh bien, c'était tous ceux qui n'étaient ni des femmes, ni des métèques, ni des esclaves, ni des enfants, on va dire ni des vieillards séniles, ainsi que tous ceux qui n'étaient pas des travailleurs pauvres ou des paysans. C'était le cas à Athènes, c'était le cas dans d'autres cités grecques. En clair, c'est très peu commun avec l'idée qu'on a de peuple de nos jours. Dans les autres concepts que je vous ai représentés, puisque là encore, je pense qu'il faut définir clairement, l'ethnocratie, que j'ai représenté avec l'image d'Adolf Hitler, donc le gouvernement devant être assuré par un peuple en particulier sur des bases ethniques. La gérontocratie, qu'on désigne souvent en histoire pour les régimes, par exemple, comme l'URSS d'après la mort de Léonid Brejnev, qui est en fait, de manière plus pragmatique, le Sénat actuel, hein, la moyenne d'âge du Sénat étant de 61 ans, ce qui est bien plus, je pense, que n'importe quel parlement d'Ancien Régime. Vous avez la plutocratie ensuite en bas à gauche avec notre cher président, sa femme avait donc représenté au dîner du CRIF avec un certain Rothschild, pour lequel d'ailleurs il a travaillé. La plutocratie qui est le gouvernement, enfin qui est la souveraineté non pas des meilleurs mais des plus riches. Vous avez ensuite la pasocratie, l'oclocratie, qui sont deux concepts que j'ai donc qui sont aussi créés un peu ex nihilo. La pasocratie qui est la souveraineté de tous, comme je l'ai dit, donc de tout à chacun, de tout individu, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine, quelle que soit sa capacité à réfléchir. Et vous avez l'oclocratie qui est la souveraineté de la foule, qui est souvent d'ailleurs le terme qui désigne une démocratie décadente, selon Aristote. L'oclocratie, je l'ai représenté avec le débat qui avait été lancé à un moment sur le droit de vote pour les handicapés mentaux. À partir du moment où on estime qu'un handicapé mental qui n'a pas la force de conceptualiser les choses politiques ou même de savoir correctement retenir sa salive, parce que je connais des personnes qui sont évidemment handicapées mentales, je ne parle pas sans connaissance de cause, c'est un concept pasocratique ou oclocratique. En gros, on essaye de faire voter quelqu'un qui sera complètement manipulable. Et enfin, la dernière illustration, qui est celle du porte-parole du gouvernement, la kakistocratie, le gouvernement des pires, qui est utilisé par Volkov pour comme un terme, une construction en fait, qui serait en quelque sorte l'inverse absolu de l'aristocratie. Plutôt que de baser le gouvernement sur ceux qui sont les meilleurs, les plus aptes à commander, on va le baser sur ceux qui sont les moins aptes. On peut rigoler, on peut dire évidemment ça n'existe pas. Parfois, je m'interroge sur la République française, sur son fonctionnement démocratique et le fait de se dire finalement, est-ce que ce n'est pas une kakistocratie, à savoir que ce sont les gens qui sont dans les bureaux, qui ne fonctionnent que par copinage et que par népotisme, qui sont sans doute les plus loin de la réalité des Français, puisqu'ils possèdent le plus grand nombre d'avantages, le plus grand nombre de possibilités d'éviter les problèmes des Français, et ce sont eux qui sont censés pourtant décider. On a par exemple cette ministre qui va nous parler du confinement alors qu'elle a demandé à faire rapatrier à ses côtés son attaché parlementaire, en rompant évidemment tous les principes du confinement. Voilà donc la kakistocratie. La kakistocratie, la gérontocratie, la plutocratie, la pasocratie et l'oclocratie, ce sont en fait pour moi les principales appellations qu'on pourrait donner à la République française aujourd'hui. Il ne sert à rien donc de vouloir comparer monarchie et aristocratie ou monarchie et démocratie puisqu'on n'est pas dans les mêmes catégories, nous dit Volkov. Une monarchie, en revanche, peut parfaitement être démocratique ou aristocratique, comme une république. Une république, je l'entends au sens moderne, pas la république au sens aristotélicien. Une monarchie peut-être démocratique, une république au sens grec pouvait parfaitement être aristocratique. C'était par exemple le cas à Gênes ou c'était par exemple le cas à Venise. Ceci donc diffère légèrement de la vision aristotélicienne qui évoquait des régimes purs, républicains, et des régimes impurs. Je rappelle les principaux régimes républicains selon Aristote, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Tiens, une démocratie républicaine, et des régimes impurs qui étaient la tyrannie et la dictature,
selon qu'on se place sur un prisme plutôt grec ou un prisme plutôt romain, l'oligarchie et l'oclocratie. Vous voyez là que Aristote, lui, mélange les termes en archos et les termes en kratos. Dans une volonté de rester plus clair, je vais rester vraiment sur l'explication de Volkov. Je trouve qu'elle est bien plus construite et bien plus en phase avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Volkov, donc d'ailleurs, et je vais terminer là-dessus sur le principe comme quoi, évidemment, la démocratie, la monarchie n'est pas l'aristocratie, pourtant ça se complète. Le fait de dire s'il y a des craties et des archies, forcément, où se situe la France? C'est le tableau que je vous ai dessiné, la typologie des craties et des archies. Une aristocratie peut insuffler l'esprit d'une monarchie. Une monarchie peut se révéler d'un caractère aristocratique. C'est l'exemple que Vladimir Volkov nous cite à travers la monarchie capétienne. La monarchie capétienne, comme d'ailleurs la monarchie mérovingienne ou la monarchie de Charlemagne, la monarchie des rois mérovingiens et de Charlemagne, c'est une monarchie aristocratique qui est basée sur un gouvernement des meilleurs, une élite militaire, une élite religieuse aussi, une élite qui a su arriver au pouvoir en montrant, par exemple les maires du palais, qu'ils étaient les meilleurs guerriers, les meilleurs défenseurs de la France. Une république aristocratique, donc l'aristocratie n'est pas l'apanage de la monarchie. Dans d'autres pays, la république était le biais favori de l'expression de l'aristocratie. C'est le cas, comme je l'ai dit, à Athènes. D'autre part, on peut citer des exemples de monarchie démocratique. Évidemment, c'est pas celle qu'on défend en France. Je peux parler évidemment de la dictature de César sous la Grèce antique, les tyrannies antiques où parfois c'était la démocratie, le démos, donc la base civique qui désignait un tyran. On peut s'en penser à Pisistrate, Périclès qui a en quelque sorte exercé les fonctions de dictateur. Et si on parle d'une république démocratique, évidemment la Confédération helvétique avec son système de cantons, son système de vote régulier, le tout à travers une assemblée républicaine, c'est en quelque sorte l'illustration parfaite de la République démocratique. Vous avez vu qu'évidemment dans tous les régimes que je vous ai cités, il n'y en a qu'un seul qui est purement français et qui est français, qui est issu de l'histoire de France, c'est la monarchie aristocratique. Et pourquoi j'ai placé le royaume de France au XVIIIe siècle au milieu de à mi-chemin entre la démocratie et l'aristocratie? C'est l'une des explications que nous donne Volkov de la Révolution française. C'est l'une des explications qui, d'ailleurs à mon sens, est la plus compréhensible. Le XVIIIe siècle, en France, a été marqué par une destruction progressive de l'aristocratie française, des aristocraties françaises, notamment à travers le fait que la noblesse, confrontée à de moins en moins de guerres sur le territoire comme à l'extérieur, s'est en partie détournée du métier des armes. Donc ce faisant, elle s'est tournée vers des professions qui ne mettaient pas autant en avant son sacrifice. On peut penser à la bourse, au mécénat de philosophes, à la politique pour certains. Et en plus de ça, on a assisté à une déliquescence progressive de la noblesse, comme je vais vous le montrer dans la troisième partie, une déliquescence de la noblesse qui, du statut d'aristocrate, est passée progressivement pour une partie d'entre elles au statut de démocrate, en défendant les idées de la Révolution française. Donc le royaume de France au XVIIIe siècle, et ça c'est ce que dit Volkov, c'est à la fois une monarchie aristocratique qui garde quand même avec ses principales caractéristiques que nous énonçait d'ailleurs Maurras à travers un certain décentralisme qui va peut-être un peu reculer sous Louis XIV à travers son fonctionnement corporatiste, etc. Ça reste une monarchie aristocratique, mais où on peut commencer à voir poindre un certain nombre de doctrines et de velléités démocratiques. Évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer que la réforme protestante, l'humanisme avant elle, et les différentes crises qui vont secouer la monarchie relèvent bien souvent d'un élan démocratique. Le principe fondamental de la monarchie, nous conclut Volkov, c'est la qualité. Enfin, pardon, ce n'est pas la qualité, c'est l'unité de commandement. Donc un monarchiste français, un monarchiste se basant sur l'unité de commandement et un aristocrate français se basant sur la qualité. Un monarchiste français ne doit pas simplement être monarchiste, il doit être un monarchiste aristocrate. Nous ne sommes pas forcément
que pour un rétablissement de la monarchie, un rétablissement d'une monarchie démocratique, équivaudrait à ce qu'appelle Maurras une demi-république bourgeoise, à savoir une monarchie parlementaire. Il faut se rappeler d'ailleurs que l'un des plus gros reproches adressés par Maurras à la Restauration de 1815, c'est non pas, comme on peut le penser, d'être une monarchie complètement désillusionnée ou complètement d'ancien régime. Non, c'est faux. Au contraire, Maurras reproche à la Restauration d'avoir voulu utiliser les mêmes armes que la Révolution, à savoir le parlementarisme, d'avoir constitué un parti royaliste, alors que jusque-là, ce n'avait pas été le cas, d'avoir cédé aux mêmes impulsions, aux mêmes tendances que la démocratie, que les démocrates, à savoir l'illusion d'une utopie, fantasmer un mythe, un passé qui n'existait pas. On a voulu fantasmer l'ancien régime en essayant de lui attribuer un vernis romantique. Et ça, ces reproches, c'est exactement ce que Maurras va appeler ses idées politiques. Et son idée politique sur Chateaubriand, c'est le rejet de la démocratie, de la monarchie démocratique, voilà, et de la monarchie libérale. Donc soyons aristocrates, car nous sommes monarchistes et français, et que nous ne sommes pas monarchistes anglais, ou que nous ne sommes pas républicains suisses. Troisième partie, dernière partie sur laquelle je vais essayer justement maintenant d'arriver au pinacle de ma démonstration et de ma définition. Soyons aristocrates, et ce, que l'on soit noble ou non. Dans l'assistance, j'imagine qu'il y a parmi vous des gens qui ont du sang noble, des gens qui sont nobles peut-être par leur hérédité et ce depuis de nombreuses générations. Certains autres, comme moi, qui ne sont ni nobles, qui n'ont pas de noblesse, que ce soit de robe ou d'épée, et encore moins de noblesse, de très haute noblesse. Pour Volkov était un noble, néanmoins, il n'a pas cessé au cours de sa vie à s'entourer de roturiers. Bernard Lugan est le meilleur exemple. Pour Volkov, un aristocrate, comme je l'ai dit, se base sur la qualité. Et la noblesse se base sur l'illustration, le caractère illustre, la réputation en gros. Il est vrai, nous dit-il, que la confusion est facile, aussi bien dans les mots que dans les choses, parce qu'il arrive, pendant des périodes plus ou moins longues, que la noblesse fournisse à la cité l'essentiel de son aristocratie, mais ce n'est pas une raison pour emmêler les deux principes. Il n'en demeure pas moins que le principe aristocratique n'est aucunement nobiliaire, et que le principe nobiliaire est à peine aristocratique. En gros, que veut dire Volkov par là? Il veut dire que il y a évidemment beaucoup d'exemples où la noblesse, notamment en France, a donné au pays, à la société, les plus beaux exemples d'aristocratie. On pourrait citer, bien évidemment, voilà, le maréchal de Turenne, le prince de Condé qui bat les Espagnols à Rocroi, un certain nombre de grands généraux de la Révolution, d'avant la Révolution française, qui étaient des nobles. Néanmoins, l'épisode de la Révolution française nous a montré qu'une monarchie, si elle n'était plus défendue par une noblesse aristocratique, courait autant de dangers qu'une république qui était menacée par une noblesse aristocratique. Si vous voulez un peu cette comparaison-là. En clair, il existe des nobles qui ont fait le choix de la démocratie. D'ailleurs, les plus gros exemples, d'ailleurs c'est toujours intéressant de discuter avec un républicain ou avec un démocrate et de lui montrer que beaucoup de ces penseurs sur lesquels il se base sont issus de la noblesse. On peut penser à Lepelletier de Saint-Fargeau, on peut penser à Lafayette, on peut penser à Rochambeau, des nobles qui ont fait le choix volontaire de la démocratie, que ce soit par volonté affirmée ou tout simplement par opportunisme. La grande œuvre des révolutions de 1789 a d'ailleurs été profondément schizophrène. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que d'un côté, ils ont voulu associer la noblesse et l'aristocratie. Par exemple, dans le club des Jacobins, tout individu qui portait un titre de noblesse était automatiquement exclu. Et beaucoup de généraux de la Révolution française ont monté sur l'échafaud à cause de leur noblesse. On peut penser par exemple au général Custine. D'ailleurs, vous emmenez un démocrate sous l'Arc de Triomphe, vous lui montrez tous les noms des généraux qui sont morts sur l'échafaud, qui se sont enfuis pour sauver leur vie, par exemple Lafayette ou Dumouriez, et ben il vous dira ah oui, étonnant puisque on nous vend toujours l'armée révolutionnaire comme étant l'armée du peuple. Cette œuvre-là de 1789, c'est
je pense, elle est le mieux illustrée par les droits imprescriptibles du tiers-état qui ont été rédigés en 1789 et qui assimilaient, en gros, à la noblesse tous les mots. Tous les mots de la France, c'était la noblesse, puisque c'était elle qui volait au peuple, au tiers-état, son or, ses sueurs et son sang. Et j'ai décidé, pour lui opposer, enfin pour répondre à cet argumentaire, de citer plusieurs exemples et de vous citer le propos d'un émigré, d'un noble émigré qu'on nous présente souvent comme étant des sortes d'aristocrates et des nobles complètement désenchantés qui vont se battre qui vont emporter dans leur mal en quelque sorte, vous savez, leur belle robe et puis leur lingot d'or. Des gens qui ont souvent parcouru des milliers de kilomètres pour se battre en tant que simples soldats, eux qui par exemple étaient colonels dans l'armée d'Ancien Régime, qui ont souffert de très nombreuses campagnes et qui ont subi les affres de la guerre révolutionnaire où il n'y avait plus de notion de droit de l'homme, paradoxalement, et où tout ennemi, tout émigré était considéré comme un traître à la patrie et donc fusillé. Voilà. Donc en fait, ce faisant, on a violé de nombreuses fois, la République a violé de nombreuses fois les lois de la guerre. Et dans cette lettre, lettre qui s'intitule Lettre à un noble immigré, un royaliste, un émigré dont j'ai pas réussi à trouver le vrai nom en fait, qui se réfugie derrière un pseudonyme allemand. Il explique, donc il rétorque aux grands pontes des droits imprescriptibles du tiers-état, à ceux qui accusent la noblesse d'avoir volé l'or et la sueur du peuple. Il répond cette phrase qui est parfaitement, à mon sens, empirique. De ce que la médiocrité est la mère du bon esprit, personne ne peut douter. Il ne s'ensuit pas nécessairement pourtant que le tiers-état et la noblesse doivent différer. Médiocrité et noblesse, richesse et roture ne s'entre-excluent point. Et la nécessité de la paix commune est la mère de ces mêmes lois de classification contre lesquelles on déclame. Voulait-on déjà déclarer synonyme les mots législateur et nécessiteux? En clair, aujourd'hui, c'est parfois ce que vous entendez dans la bouche de gens comme Mélenchon, à savoir que c'est sans doute, dans l'esprit des révolutionnaires, ceux qui sont les plus nécessiteux qui doivent gouverner un pays. Néanmoins, quelqu'un qui est dans la nécessité, quelqu'un qui est dans la pauvreté absolue, est-ce qu'on peut penser qu'il a réellement la capacité intellectuelle, le temps, l'envie de pouvoir gouverner un pays avec une notion de bien public? Moi, je ne le pense pas. Il suffit de voir le mouvement de la Commune de 1871 ou le mouvement de la Commune de 1793 pour voir que lorsqu'un peuple a faim, lorsqu'une communauté civique a faim, il suffit de lui offrir du pain pour lui faire commettre les pires excès. Soyons donc aristocrates par opposition à ces démocrates, qu'ils soient nobles ou roturiers, et soyons aristocrates, que l'on soit noble ou que l'on soit roturier. Lorsque la haute noblesse, je vous l'ai mis en photo, je vous ai mis en photo l'extrait, lorsque la haute noblesse de l'armée des princes, qui est sans doute qui regroupe les plus grandes familles de l'histoire de France, les Montmorency, les Condé, ces familles-là, lorsque cette noblesse déclare en septembre 1790 qu'elle reconnaîtra les braves citoyens qui feront des actions distinguées en combattant pour le rétablissement de la monarchie comme devant être les égaux des chevaliers français dont les ancêtres ont contribué à la fonder, ils font preuve d'aristocratie. Lorsque le conseil de guerre des généraux, dont la plupart d'ailleurs étaient nobles, de l'armée catholique et royale, décerne le 12 juin 1793 le brevet de généralissime au roturier Catlino, ou plus tard décerne des pouvoirs particuliers au général Stofflet, dont j'ai mis la photo, et le crâne, qui est toujours d'ailleurs exposé dans les musées républicains, je vous l'ai mis en description. Ces généraux font preuve d'aristocratie. Intéressant d'ailleurs de noter que cet événement, le grade de généralissime de Catlino est régulièrement déclaré comme n'ayant jamais existé par les historiens républicains. On peut penser à Célestin Port notamment, il porte bien son nom, parce qu'évidemment l'exemple du roturier Catlino ou de Cadoudal ou de Stofflet sont évidemment des exemples qui font mal aux démocrates, puisque ce faisant, on peut s'apercevoir que c'était des nobles démocrates qui combattaient des aristocrates roturiers. Lorsqu'enfin, et je terminerai sur les exemples liés à la noblesse, lorsqu'enfin La Roche-Jacquelin déclare la fameuse phrase qu'on connaît tous, « Si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi », il fait preuve d'aristocratie, puisqu'il se met, non seulement il se met au niveau de ces hommes, mais j'ai envie de dire, il élève ces hommes
au même rang que lui. Tout aristocrate de la Vendée, qu'il soit noble ou roturier, pouvait mettre à mort un aristocrate qui soit noble ou roturier, au prétexte que cet aristocrate, on va dire, manquait à ses devoirs. Pour paraphraser la célèbre devise d'un régiment de hussards d'Ancien Régime, noblesse oblige, aristocratie autant. Deuxième exemple, sur l'idée d'une aristocratie comme n'étant pas forcément uniquement noble, c'est un exemple économique et social qui me tient particulièrement à cœur et qui tenait beaucoup à cœur, qui tient, j'espère, encore beaucoup au cœur de l'action française, qui est celui de ce qu'on a appelé l'aristocratie populaire d'Ancien Régime. Le meilleur exemple, c'est le compagnonnage, les corporations. Alors, ça, c'est exactement ce que nous dit Volkov. Le compagnonnage, avec ses structures rigoureuses et ses associations superbement appelées les devoirs, on tombe bien sur la notion de devoir, hein, pas de droit, et l'obligation faite à tout membre de produire un chef-d'œuvre était une aristocratie roturière. Une corporation, c'est une aristocratie roturière. Rien d'étonnant dès lors que les révolutionnaires démocrates aient tout fait pour les détruire, avec les lois Le Chapelier. Et c'est ce que Firmin Bacconnier, qui est l'un des grands pontes l'un des grands piliers de la doctrine sociale et économique d'AF, c'est ce que Firmin Bacconnier définissait comme étant les petites républiques professionnelles dont les citoyens mènent eux-mêmes les affaires. Un fonctionnement donc républicain, mais aristocratique. C'était ces corps de naissance exclusivement française, là on retombe bien sur l'idée d'une aristocratie proprement française, ces corps qui étaient conçus selon le principe que l'homme produit pour vivre et ne doit pas être contraint de vivre pour produire. Cette phrase, on la trouve dans la bouche du catholique social Latour du Pin. Là encore, on y retrouve deux valeurs principales, à la fois la qualité du produit fabriqué, la qualité du revenu généré, la qualité des conditions de fabrication, principe éminemment aristocratique, et également un autre principe, une autre valeur principale, l'unité. L'unité de domaine d'activité, il y a une corporation pour un domaine d'activité dans une ville, dans une région. Il y a une unité organique, à savoir qu'il y a un chef de corporation. Cette corporation est placée sous le patronat d'un seul saint patron. Elle est d'ailleurs souvent rattachée à une paroisse. Elle a une église comme une chapelle dans une église comme étant son lieu de rassemblement. Et elle a également une unité géographique. Il y avait une corporation de crocheteurs à Lyon. Il y avait une corporation de pêcheurs de harengs à Lille. Unité, valeur d'unité qui est un principe monarchique. En clair, en fait, en quelque sorte, bien que républicain, et même j'ai envie de dire parce que républicain, le principe de corporation était aristocratique, et parce qu'il était républicain, il devait être protégé par un principe monarchique, un principe d'unité, afin de servir d'arbitre. Et c'est l'importance essentielle du souverain sur laquelle je vais encore une fois insister, et c'est ce que j'avais déjà rappelé dans la conférence de la Révolution sociale selon Georges Valois. L'objectif du roi est bien d'orienter l'action des corporations dans le sens des intérêts de la grande république dont il est le souverain. Encore une fois, nous sommes républicains à l'AF. D'où aussi la collusion dans l'esprit révolutionnaire entre le libéralisme des premiers physiocrates. Tiens, on retrouve un kratos, la physiocrate qui signifie le gouvernement de la nature. Physis, c'est la nature, la souveraineté de la nature. En gros, un physiocrate, un libéral physiocrate comme Mirabeau, comme Dupont de Nemours, ces grands théoriciens économiques et sociaux du début de la Révolution, ce sont des gens qui, au principe d'aristocratie, ont décidé de supplanter le principe de physiocratie. C'est la nature qui est souveraine. Les pulsions, les libertés naturelles des hommes sont celles qui doivent établir le gouvernement. Ce qui explique pourquoi, à la fin, on se retrouve avec des pédophiles, avec des décadents, avec des libéraux gangrénés et avec des sadiques comme gouvernants. Et je terminerai là-dessus. Il existe en fait des lois naturelles basées sur la liberté et la propriété privée, et ce sont ces lois-là, c'est cette utopie-là qui donnera lieu à la loi Le Chapelier. Soyons aristocrates donc, que l'on soit noble ou prolétaire. Pour conclure, que faut-il retenir de l'aristocratie et de la noblesse ? Nous sommes aristocrates parce que nous sommes français. La France s'est construite et la France se construira encore, je l'espère, et nous l'espérons tous, à travers le principe aristocratique. Lutter pour la monarchie, c'est lutter pour une monarchie aristocratique.
lutter pour le nationalisme intégral, parce que le nationalisme intégral est pragmatique et positiviste, c'est lutter pour restaurer une monarchie aristocrate. Et donc du coup, lutter pour une monarchie aristocrate, c'est être aristocrate soi-même. Et donc ça, c'est ma 4e partie qui fait office aussi de conclusion. Luttons pour restaurer le roi, mais luttons aussi pour une aristocratie directe. J'utilise ce terme d'aristocratie directe pour l'opposer au terme de démocratie directe qu'on entend souvent dans nos journaux. Hein. On entend toujours la 6e République comme étant une démocratie directe prônée par Mélenchon. Et c'est exactement ce que dit dans son chapitre 28, donc dans son avant-dernier chapitre, ce que nous dit Volkov en disant soyons aristocrates puisqu'on ne peut plus faire autrement. Nous vivons dans une époque anthropique, nous dit Volkov, où tout tend vers le gris, le plat, le mou, l'informe. L'emploi du nom de famille s'efface au profit du prénom, plus familier, plus égalitaire. Faire montre de respect à l'égard de l'âge ou du sexe n'est plus de mise. Une allusion à la couleur de peau est interprétée comme du racisme. Patrons et ouvriers, cadres et travailleurs, s'abrutissent devant les mêmes programmes ineptes de télévision. Et je pense que de là-haut, Volkov doit bien se gausser, ou je pense qu'il doit aussi bien se lamenter, des tendances égalitaristes actuelles, des tendances démocratiques, qui nient les différences de genre, qui veulent voir l'influence de l'islam dans l'histoire des rois de France, ou d'un président qui déclare « l'art français, je ne l'ai jamais vu » alors qu'il est en plein meeting à Londres, dans la perfide Albion. Certains y verront le signe de la providence, je ne suis pas de ceux-là, une providence qui a balayé les certitudes du siècle des Lumières par le biais des individus et qui a souillé en profondeur toute la société d'Ancien Régime, sans doute déjà avilie par la désaristocratisation d'une partie de la noblesse. C'est d'ailleurs ce que disait en partie Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, qui citait d'ailleurs un journaliste de 1795, « Je comprends fort bien comment on peut dépanthéoniser Marat, enlever Marat du Panthéon, mais je ne concevrai jamais comment on pourra démaratiser le Panthéon. » En fait, c'est vrai que depuis qu'on a fait rentrer au Panthéon un certain nombre de gens qui n'étaient ni des nobles ni des aristocrates, on a en quelque sorte couronné le principe démocratique de dire que tout le monde peut rentrer au Panthéon. En tout cas, tout le monde. Tous ceux qui sont dans les petits papiers du gouvernement peuvent rentrer au Panthéon. C'est pour ça que récemment, on a panthéonisé Zola. Hein, il faudra se demander pourquoi on l'a panthéonisé, ce bon Émile Zola. On a panthéonisé Veil, Simone Veil, alors dont la vie ne s'est résumée qu'à surfer sur la vague de sa déportation, aussi malheureuse soit-elle, et qui est quand même à l'origine de la mise en exergue de l'avortement, qui est l'un des plus grands crimes politiques que la démocratie ait jamais importé en France. Et j'ai vu récemment des propositions diverses de panthéoniser des gens comme Dreyfus. Alors on panthéonise une victime, si tant est qu'elle fût victime. Alors du coup, désormais, les victimes sont devenues des héros. On panthéonise Aimé Césaire et Camus, des écrivains. Donc intéressant d'imaginer Césaire et Camus rentrer au Panthéon à côté de Turenne et leur expliquer que ce qu'ils ont fait, ils ont écrit des bouquins, tandis que Turenne, lui, a participé à des centaines de sièges et qu'il est même mort en combattant. Être aristocrate et royaliste, donc, c'est accepter et même désirer la distinction et non la sourde égalité comme valeur fondamentale de notre société. Face à la République, là je parle en termes modernes, la République des Lumières, la République révolutionnaire, face à cette République qui voudrait nous faire croire que tout se vaut, que tout le monde pourrait être roi sans l'être pour autant, demandez à un gilet jaune dans la rue, à un gilet jaune de gauche, il va vous dire non, la monarchie, non, parce que la monarchie c'est la tyrannie. Déjà, évidemment, le premier argument qu'il dit est faux. Ensuite, il va vous dire, et puis de toute façon, je vois pourquoi moi je serais pas roi alors qu'il y a un parvenu qui est roi à ma place ou un noble qui est roi à ma place. Alors lui dit parce que Coco, si déjà la première chose que tu fais c'est que tu confonds deux principes fondamentaux, comment est-ce que tu veux gouverner le pays si déjà t'es pas capable de ne pas te passionner pour les anges de la télé-réalité. Voilà. Donc sans doute Volkov se souvenait-il de cette belle analogie de Firmin Bacconnier qui était, je rappelle, un modeste artisan imprimeur, c'était pas du tout un grand noble. Un grand noble d'Ancien Régime, un modeste artisan imprimeur qui soulignait dans son fameux manuel du royaliste en 1903, que je vous cite pour vous inciter à le lire. Le manuel du royaliste de Bacconnier, c'est vraiment un manifeste poignant de ce que doit être un nationaliste intégral de nos jours. En gros, le roi, c'est
le roi dirigera le pays comme le fils d'un fermier associé depuis son enfance aux travaux de son père, et bien plus apte à diriger une ferme qu'un grand avocat ou un grand savant. Donc c'est dans son manuel du royaliste, page 11. Et ben en fait, l'aristocratie, c'est l'aristocratie de pensée, d'acte, de conviction. C'est le seul moyen en fait de défendre encore ce qui reste de l'esprit français. C'est l'idée de défendre le fait que le fils d'un fermier qui a travaillé depuis toujours avec son père doit diriger son exploitation bien plus. Il a bien plus de légitimité à le faire qu'un grand avocat, qu'un grand idéologue venu de la ville. Une aristocratie donc directe, car son héritage est accessible directement à tous les Français. C'est pour ça que je vous parlais d'aristocratie directe. Soyons des aristocrates directs, puisqu'à la différence de la démocratie qui reste une utopie, qui n'est accessible qu'à ceux qui ont fait l'ENA ou Sciences Po, l'aristocratie, elle, c'est un héritage direct qui peut être obtenu par tous, à condition évidemment, encore une fois, qu'on veuille bien s'en donner la peine. Et c'est exactement ce que disait la maxime aristocrate de Jean de la Varande, qui a été le grand, en quelque sorte, le grand confesseur, celui qui a converti Volkov. Le plus difficile n'est pas de faire son devoir, c'est de savoir où il se place. Dès lors, soyons aristocrates, donc je l'ai dit, soyons royalistes, luttons pour le retour du roi des Français, de tous les Français, pour cette aristocratie directe. Soyons cette idée qui aura tiré au tristement célèbre Victor Hugo, qu'on aime à haïr, et pourtant dont il faudra redécouvrir les premiers essais. Cette célèbre, ces quelques vers de son poème à la Vendée de 1819, qui sont pour moi sans doute l'un des plus beaux poèmes qui a été fait sur la Vendée. C'est dire de la part de Victor Hugo. C'est quelques vers que j'ai décidé de vous sélectionner pour finir ma conf. Ainsi, faible en soldats mais fort en renommée, ce débris d'une illustre armée suivait sa bannière en lambeaux, et ces derniers Français que rien ne put défendre, loin de leur temple en deuil et de leur chaume en cendres, allaient conquérir des tombeaux. Soyez des aristocrates, soyez des royalistes, soyez des nationalistes, et soyez avant tout des Français. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Eh bien, merci Cambo pour cette conférence très enrichissante. Donc, maintenant, on va passer aux questions, si tu le permets. Donc, question de Stanislas, pardon. Quelle distinction entre noblesse et aristocratie? Alors, je pense que tu as un peu répondu, mais si tu pouvais revenir là-dessus. Alors, je vais rappeler le principe fondamental que dit Volkov, que rappelle Volkov donc sur la distinction entre noblesse et aristocratie. La noblesse se base comme avec pour valeur centrale l'illustration, ce qu'on appelle l'illustration. En gros, la renommée. Donc cette illustration, elle peut s'obtenir que ce soit par les terres, que ce soit par le mariage, donc les titres de noblesse, la famille, l'héritage de ses ancêtres, les actions de ses ancêtres. C'était grosso modo la vertu dominante de la notion de noblesse sous l'Ancien Régime. Et je l'ai dit, l'aristocratie, elle, base sa notion centrale sur la vertu, sur la valeur, sur le fait d'être le meilleur, en tout cas de se classer parmi les meilleurs. L'exemple même d'un noble aristocrate, c'est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, qui n'est pas forcément d'ailleurs de très haute noblesse, ou si je veux citer vraiment le parangon, le plus bel exemple d'un grand noble français aristocrate, c'est le prince de Condé ou le prince de Turenne, qui sont issus tous les deux de grandes familles aristocratiques, de grande noblesse, qui vont être tous les deux des grands serviteurs de la monarchie. Voilà. Donc la noblesse se base sur la valeur plutôt du point de vue de l'illustration, du point de vue de la renommée, alors que l'aristocratie se base sur le fait d'être le meilleur dans son domaine, le meilleur dans son cercle, le meilleur dans son tout simplement le meilleur. Voilà. D'accord, merci. Notre question de Étienne. Quelle serait la source d'une nouvelle aristocratie aujourd'hui? Alors, cette notion-là, elle a été... alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi là-dessus. Je vais déjà, d'une manière assez rapide, je vais passer un peu sur la notion, comme je l'ai dit, d'ethnocratie, à savoir vouloir essayer de prendre une ethnie ou une caractéristique phénotypique pour baser une aristocratie. Évidemment, c'est pas possible. Un monarchiste d'Action française, s'il défendait ce genre d'idée, malheureusement,
pour lui, et malheureusement pour sa doctrine, il serait un peu illégitime dans le sens où beaucoup de nos aristocrates, une grande majorité de nos aristocrates étaient parfois d'origine de phénotype non, on va dire non caucasien ou non européen, même si pour moi ça veut rien dire. Donc après, cette aristocratie, comme je l'ai dit, cette aristocratie directe, il suffit pour moi, pour constituer l'aristocratie française. Alors il suffit, c'est pas forcément hyper simple, mais de se rappeler de qu'est-ce qu'était un aristocrate d'avant la Révolution. Alors un aristocrate d'avant la Révolution, c'était un combattant, c'était quelqu'un qui avait le sacrifice de sa vie, qui pouvait offrir sa vie pour sa cause, pour par exemple la monarchie, la défense de la France. C'est quelqu'un qui aussi avait une volonté éthique de toujours être le meilleur dans son travail, toujours être le meilleur dans sa vie privée, dans sa vie morale. Donc éviter de tomber dans de la démocratie morale, c'est-à-dire de toute façon on peut être royaliste, on peut se permettre de sniffer de la coke et de coucher avec n'importe qui parce que bon, on reste quand même un mec d'Action française. Non, au contraire. Ce faisant, on n'est pas aristocrate. On tombe dans de la démocratie. Rien ne sert d'être royaliste si derrière, en fait, cette aristocratie-là de pensée, cette aristocratie morale, on n'est pas capable de l'assumer. Donc, pour moi, être un aristocrate aujourd'hui, c'est refuser tout ce que la démocratie nous a apporté, nous a érigé comme étant des valeurs absolues. Donc c'est évidemment le respect de la femme, le respect de la vie, quelle qu'elle soit, le respect de l'individu, et c'est, je pense, ça sur laquelle il faut insister. Le réactionnaire, étant issu naturellement de la Révolution, privilégiera les attaques contre l'individu plutôt que contre les idées. Hein. C'est le principe de tout ce qui est anti-quelque chose, antifasciste, anti-antifasciste. Plutôt que de privilégier les attaques contre l'individu, cherchons plutôt à convertir l'individu en rejetant l'héritage qu'il a reçu, l'héritage qui nous est néfaste. C'est le principe même de la révolution contraire, opposé au contraire d'une révolution. Je rappelle que nous sommes, nous, des héritiers, non pas de la révolution contraire, mais de la contre-révolution. Pour ça d'ailleurs que notre coup de force doit être pacifique et qui ne doit pas être massificateur et violent. Donc voilà des pistes de réflexion sur l'aristocratie. Aristocratie du travail, aristocratie de l'artisanat, aristocratie corporatiste, aristocratie morale. Voilà tout ce que je peux expliquer comme piste de l'aristocratie. D'accord, merci. Une question d'un sympathisant. Si la monarchie devait revenir, devrions-nous réinstaurer une nouvelle noblesse, voire restaurer les anciens? Alors, j'ai envie de répondre de manière très simple. Déjà, avec Dessy, on pourrait mettre pas en bouteille, mais prenons l'exemple de Napoléon. Napoléon a voulu changer d'aristocratie, il a voulu ériger son aristocratie. D'ailleurs, qualifier la noblesse d'empire d'aristocratie, parfois c'est assez discutable. On va partir du principe que les maréchaux d'empire étaient tous des grands aristocrates. Il a voulu essayer de l'ériger en noblesse. Néanmoins, il n'a pas pu se passer d'un certain nombre d'aristocrates d'Ancien Régime, que ce soit des émigrés ou non. Donc on pourrait s'interroger si aujourd'hui on rétablit la démocratie, l'aristocratie de toute manière, notre aristocratie de toute manière sera rétablie. Parce que nous, aristocrates d'Action française, aristocrates monarchistes, on aura combattu pour la rétablir. Donc évidemment, dans la société monarchique post-républicaine, post-restauration, évidemment qu'on aura, je l'espère et je le pense, notre place à jouer. Parce que tout simplement, au bout d'un moment, il faudra, comme on aura montré l'exemple pendant la lutte, il faudra également remontrer l'exemple aux Français dans nos sphères respectives. On sera peut-être des chefs de village, on sera peut-être des chefs de paroisse, on sera peut-être des chefs d'entreprise, des chefs de famille, on le sera sûrement, même certainement. Voilà ce qu'on sera. Donc l'aristocratie, de facto, sera rétablie. Le fait de dire, est-ce qu'on va rétablir une noblesse ? Moi, si on me demande mon avis, personnellement, j'ai rien contre rétablir une certaine partie de la noblesse d'Ancien Régime. C'est-à-dire, par exemple, trouver des conseillers, trouver des chefs de guerre, des généraux, des maires, ce genre de personnes qui seraient choisies parmi la noblesse d'Ancien Régime. Néanmoins, évidemment, encore une fois, pour que cette noblesse soit aristocratique et que notre raisonnement soit aristocratique, il faut encore que cette noblesse ait montré sa valeur. Pour moi, aujourd'hui, alors je vais pas tomber dans le cliché parfois véhiculé dans l'extrême droite, dite extrême droite traditionnelle, de dire les nobles c'est tous des merdes, les nobles d'Ancien Régime, faux.
On a tous de très bons exemples de nobles, même d'anciens régimes ou de nobles de noblesse d'empire, qui à l'Action française ont combattu et ont montré de très beaux exemples d'aristocratie, de la même manière qu'on a beaucoup de nobles d'anciens régimes et d'empires qui ont trahi la notion d'aristocratie. Donc rétablir la noblesse, pourquoi pas. Néanmoins, il faut que ce rétablissement en tant que chef des petites républiques en dessous de la monarchie, il faut que ce rétablissement il soit inféodé, qu'il soit mis à la condition que ces gens-là aient montré leur valeur. Moi, j'ai rien contre l'idée d'envisager un maréchal de France qui s'appelle De Villiers ou qui s'appelle De Condé. Évidemment, à la condition que ce De Villiers ou ce Condé-là ou que ce Turenne-là et pas que le nom, et qu'il ait aussi la valeur du vrai Turenne ou du vrai Condé. Donc pourquoi pas, mais à condition toujours de suivre le principe aristocratique. D'accord, on a une question qui est toujours dans le même, qui rejoint la précédente, une question d'Étienne. La noblesse d'Ancien Régime n'est-elle pas désormais assimilée à la bourgeoisie? Alors oui, c'est plutôt la bourgeoisie. Alors j'aime pas trop le terme de bourgeoisie parce qu'il faut savoir dans quelle perspective on se place quand on l'utilise. Soit on est démocratique, soit on est démocratique au sens, on est marxiste et on se dit la bourgeoisie c'est un ennemi. La bourgeoisie c'est ceux qui accaparent les facteurs de production. C'est la définition de Marx. Auquel cas, on peut effectivement dire que la noblesse, dans beaucoup de pays, pas forcément en France, mais surtout en Allemagne, a été assimilée à l'accaparement des moyens de production. En France, on peut dire qu'il y a une certaine noblesse orléaniste, politique j'entends, au sens politique du terme, qui a été accaparée par le mouvement bourgeois, qui s'est fondu dans la bourgeoisie. Aujourd'hui, est-ce que le terme de bourgeois a encore un sens dans la société française? Bourgeoisie morale, on va dire, peut-être, mais en fait, c'est lié à la démocratie, au démocratisme mental, au libéralisme moral. Donc, la bourgeoisie en tant que classe n'existe plus. Valois le disait déjà, elle a jamais réellement existé, même au sens marxiste. C'est ce que Valois disait déjà dans ses œuvres au début du siècle. Une certaine partie de la noblesse, oui. Oui, une certaine partie de la noblesse, des grandes familles nobles ont été assimilées à la bourgeoisie et se sont embourgeoisées. Encore une fois, je suis nationaliste intégral, donc je suis pragmatique, je suis empiriste. J'ai vu dans la F, pas beaucoup, mais il y en a eu. Il y a certains noms de personnes qui étaient des nobles de la noblesse et qui, pour moi, si on combattait ensemble et si on rétablissait la monarchie, pour moi, ils auraient toute la légitimité à occuper des fonctions qu'occupaient leurs glorieux ancêtres. Donc, la revivifier, oui. Comment la revivifier? Tout simplement en faisant preuve d'aristocratie et de noblesse d'esprit nous-mêmes. Pour que, peut-être un jour, alors j'ai pas cette prétention-là, mais c'est possible, si la monarchie est restaurée et que le roi décide d'anoblir purement et simplement avec une particule ou avec des titres ou avec des terres les camelots qui ont combattu pour elle, oui, in fine, grand bien leur face. Tant que cet anoblissement-là n'est pas synonyme de démocratisation. Voilà. Qu'on reste bien des nobles, si on l'est déjà ou si on le devient, mais qu'on reste bien des aristocrates. D'accord, merci. Une question d'un militant. Quelles sont les similitudes et différences entre les aristocraties européennes? Alors, les similitudes. Difficile d'établir des similitudes entre les aristocraties de nombreux pays. Sauf peut-être, en tout cas pour les aristocraties européennes, je parle, je ne peux pas parler des aristocraties si ça existe dans les autres pays de culture non européenne. Les aristocraties européennes, évidemment, pour beaucoup découlent de l'héritage gréco-latin. Bon, je parle du coup des aristocraties du monde occidental, du monde gréco-latin. Elles, évidemment, c'est un culte du côté de la valeur, de la vertu. Souvent d'ailleurs associé à la vertu chrétienne. En tout cas dans les pays catholiques, d'héritage catholique. C'est un peu moins vrai dans les pays d'héritage protestant, tout simplement parce que la notion de vertu chez les protestants, en tout cas chez les calvinistes, est inféodée à la réussite matérielle. Donc du coup, on peut difficilement y trouver un point de comparaison avec une aristocratie d'héritage catholique. Par contre, dans les autres cultures qui ont été beaucoup moins influencées par la latinité, je pense par exemple à l'aristocratie russe ou à l'aristocratie germanique.
je parle vraiment de l'aristocratie historique germanique, hein. Souvent, l'aristocratie germanique a été associée dans les esprits, même en Allemagne, elle a été associée à la violence guerrière ou à la pureté de la race. C'est aussi un peu le cas, mais alors un peu moins le cas pour l'aristocratie slave, les aristocraties slaves, puisqu'il y a eu nécessairement au bout d'un moment un métissage avec les aristocrates allemands, avec la noblesse allemande. Si on doit par exemple fondamentalement opposer aristocratie allemande et aristocratie française, aristocratie germanique et aristocratie, on va dire, franque, c'est à l'image en fait de ce qu'ont été les Germains, ce qu'ont été par exemple les Alamans comparés aux Francs, c'est-à-dire l'héritage de la latinité, et le fait de dire que l'aristocratie germanique, pour le coup, s'est fondée sur une pureté de la race. C'est la vision du volksisme, c'est la vision du nationalisme révolutionnaire, de la révolution conservatrice ou du conservatisme révolutionnaire, peu importe comment on le dit, des grands penseurs comme Stefan Georg, par exemple, ceux qui ont essayé d'assassiner Hitler, Valkyrie, l'opération Valkyrie, c'était des aristocrates allemands, des nobles allemands, qui étaient très anti-hitlériens parce qu'ils considéraient Hitler à forte raison comme ayant un régime qui était démocratisant, massificateur, utopiste, ethnocrate, mais néanmoins qui avait la différence majeure avec un aristocrate français d'être très arc-bouté quand même sur des préjugés raciaux, des préjugés racialistes. Ça, c'est les deux grosses différences, par exemple, entre une aristocratie allemande et une aristocratie française. Voilà. D'accord, merci Cambo pour cette réponse. Une question de Stanislas, question très courte. Faut-il rétablir les privilèges d'Ancien Régime? Alors, non. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'a essayé de faire la Restauration, enfin en tout cas une partie de la Restauration, le courant ultra-royaliste. Le courant ultra-royaliste qui d'ailleurs était beaucoup plus critiqué par Jacques Bainville que par Maurras. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que les privilèges d'Ancien Régime allaient de pair avec une société complètement d'Ancien Régime. C'est-à-dire une société où la notion de liberté individuelle, la notion d'égalité avait pas autant d'importance que maintenant. Donc non, rétablir les privilèges d'Ancien Régime, ça ne sert à rien. Et si, quand bien même on voudrait les rétablir, il faudrait qu'on me désigne au bénéfice de qui on voudrait le rétablir. Moi, prendre un 2-2-2, pour appeler ça de manière un peu comique, un 2-2-2 qui vote Fillon, qui est patron d'une grande entreprise du CAC 40 et qui élève tous ses gosses pour aller dans des écoles de commerce, moi personnellement lui rétablir son droit de Milo ou son droit de prime-sonnerie, moi personnellement j'y vois pas d'intérêt en fait. On s'arc-boute souvent sur la vision des privilèges. Évidemment que la notion des privilèges, c'est pas ce qu'on nous en a décrit avec la Révolution française, à savoir que c'était des privilèges qui étaient horriblement, qui assujettissaient horriblement le peuple. Le tiers-état, c'est faux. Il y avait même des corporations qui avaient des privilèges. Le type de privilège d'Ancien Régime qui, à mon sens, est le seul à pouvoir réellement et à devoir réellement être établi, c'est les privilèges liés à la corporation. À savoir, comme on l'a dit, le privilège de chef d'œuvre, de maîtrise d'œuvre, être un maître, pouvoir être un maître avec privilège royal, c'est le privilège d'atteinte, d'entrave à une certaine concurrence déloyale, donc notamment privilège pour par exemple pour un fabricant d'armoires de pouvoir opposer à la concurrence des producteurs chinois des privilèges accordés par le roi. Ça pour moi c'est le seul genre de privilège qui peut et qui doit être rétabli au sein de la monarchie française. Voilà. Mais sinon, privilèges d'Ancien Régime dans leur globalité, encore une fois, tant que la noblesse d'Ancien Régime à qui s'adressaient ces privilèges n'a plus de caractère aristocratique, il n'y a aucun intérêt à établir des privilèges qui, eux, avaient pour vertu d'être aristocratiques. D'accord, très bien. Une question de Guillaume.
Le scoutisme aujourd'hui n'est-il pas une forme d'aristocratie? Oui, c'est une forme d'aristocratie. Pourtant, je suis pas scout, je le mentionne. Néanmoins, on peut voir dans le scoutisme. Alors, je parle pas forcément de la forme démocratique du scoutisme où on arrive à nous faire des scouts musulmans. Moi, je parle du scoutisme que certains appelleront le scoutisme un peu plus rigoriste. C'est une forme d'aristocratisme, on dirait. Tout à fait, comme d'ailleurs peut l'être le christianisme et le catholicisme encore plus est aristocratique. C'est pour ça que je vous parlais de l'aberration du christianisme démocratique. Le christianisme est par essence aristocratique. Il base son principe moral fondateur sur le fait de s'améliorer, le fait d'être meilleur. On parle d'un péché originel, donc l'homme ne peut devenir que meilleur, enfin ne doit devenir que meilleur s'il est conscient de l'amour de Dieu. Donc, parce qu'il est évidemment chrétien, le scoutisme a ce penchant aristocratique, parce qu'un certain nombre de familles, qu'elles soient nobles ou non, utilisent toujours le scoutisme comme étant un moyen de conforter leur principe aristocratique, évidemment, et pour avoir encadré, pas en tant que scout, mais en tant qu'aide, en tant qu'adjoint, en tant que renfort, pour avoir parfois aidé certains scouts, certains camps de scouts, comme j'ai pu le faire dans l'armée à moindre échelle. Évidemment que je vois bien l'apport positif qu'a le scoutisme sur l'aristocratisme, que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes. Et on pourrait faire à elle seule une conférence sur l'aristocratie féminine. Parce qu'à mon sens, et c'est peut-être là où encore plus l'action de la Révolution française s'est fait sentir, une aristocrate sera encore plus sujette de nos jours aux attaques qu'un aristocrate. Un aristocrate mec, on dira, il se la prend à la Cyrano, il se prend un peu pour D'Artagnan. Une aristocrate féminine, on lui dira, elle pète plus haut que son cul, c'est une coincée, c'est une m'as-tu vu, c'est une sainte nitouche, c'est une petite princesse ici dans son château là en Bavière. Donc du coup voilà, le scoutisme, qu'il soit féminin ou masculin, est évidemment une notion aristocratique. D'accord, très bien, merci. Une question d'Étienne. Le parlementarisme est-il nécessairement opposé à la pensée aristocratique? Est-ce qu'un parlement ne peut-il pas être le lieu de rencontre des principes démocratiques, aristocratiques et monarchiques? Le parlementarisme, oui. L'usage du parlement, l'existence d'un parlement, ou plutôt de plusieurs parlements, non. Tout ce qui est en arisme, en général, c'est une dérive. L'amateurisme, c'est le côté négatif d'être un amateur. Le voyeurisme, évidemment, c'est le côté négatif d'être un voyeur. De toute façon, il y a que des aspects négatifs à l'être. De la même manière, le parlementarisme, c'est une déliquescence de l'usage du Parlement. C'est le fait d'avoir réduit l'usage des parlements à l'usage d'un parlement prééminent. Donc, le Parlement de Paris. Parce qu'il faut bien le croire, la fronde des parlements, elle a surtout été marquée par le Parlement de Paris, qui a été d'ailleurs, le Parlement de Paris, qui va être, comme les autres parlements, purgé de ces éléments au cours de la Révolution, mais c'est la fronde du Parlement de Paris qui a toujours été un obstacle aux ambitions aristocratiques de la monarchie française. Donc le parlementarisme en soi, non. On est anti-parlementaire à l'Action française parce que le retour à une assemblée unique, ériger une assemblée unique comme étant un contre-pouvoir unique au roi, évidemment, ça n'a pas de sens. Autant rester dans une république bicamérale. Néanmoins, le recours au Parlement, évidemment, parce que le recours au Parlement est aristocratique, puisque le Parlement devant être constitué d'une minorité de personnes, d'une minorité de contre-pouvoirs, évidemment que ça peut avoir et ça doit être associé à une notion de meilleur, de principe méritocratique. Après, de là à dire le parlementarisme en soi, le parlementarisme, c'est d'ailleurs également ce que Maurras reprochait à la Restauration, c'est le fait de s'être perdu dans les luttes parlementaires. Et à ce sens-là, non, le parlementarisme, c'est intrinsèquement mauvais.
c'est le fait de baser l'intégralité de la légitimité, ou en tout cas du fonctionnement de régime politique, sur des querelles de parlement, des querelles de lutte au sein d'une assemblée ou entre les assemblées. Ça, pour moi, non. Ce n'est pas aristocratique. C'est complètement démocratique. C'est un parlementaire, c'est un démocrate. Il va essayer d'obtenir les votes de soutien. Il va essayer de faire des alliances pour arriver à ses fins. Donc non. Parlementarisme, non. Les parlements, oui, comme appui de l'aristocratie, de la monarchie aristocratique, mais le parlementarisme restera notre ennemi, il restera notre plus grand, l'un de nos plus grands ennemis. D'accord, merci. Là, ce sera la dernière question, une question de Jean. Bainville disait « Il va sans dire que la noblesse n'a jamais pu se recruter dans la roture, comme le militaire se recrute dans le civil. Comment démonter le mythe que les gauchistes nous prêtent, selon lequel on fait une fixette sur le sang et les titres ?» C'est simple. Le meilleur moyen de démonter un gauchiste, c'est de citer son propre exemple. Ou si, forcément, on est noble soi-même avec des titres, c'est de citer l'exemple de quelqu'un d'autre qui est à côté de vous. Moi, je suis pas noble. J'ai pas de titre, aucun. Et je pense pas que ma famille en ait jamais eu. Je suis à moi-même un contre-exemple pur pour un gauchiste qui va me dire oui, mais l'Action française, vous êtes que des deux de deux avec des titres. Bah non. Je suis issu d'une famille qui est même pas française sur plus de 2 générations. Ça se voit avec mon patronyme. Je suis pas du tout noble. Je suis même pas noble dans le pays d'où je suis originaire. Mes ancêtres sont originaires. Donc non, je suis un contre-exemple à moi tout seul. Et encore une fois, les meilleurs contre-exemples, ce sont les exemples concrets. Un démocrate utopiste qui va dire des présentes vérités générales. L'AF c'est ça, être monarchiste c'est ça. Vous êtes tous que des nobles, des mecs avec des titres. Vous lui dites moi je te cite des exemples concrets, des exemples concrets. Catlino était pas noble, il a été anobli par la suite. Kadouda n'était pas noble, il était même issu d'une famille relativement modeste. Lucien Lacour qui a giflé le président, le président du conseil Aristide Briand, était un artisan ébéniste, un travailleur du bois. Les principaux camelots qui sont morts dans les affrontements, que ce soit aussi février 34 ou avant l'assassinat de Marius Plateau, ils n'étaient pas nobles. Rares sont ceux qui sont dans les camelots, ça se compte sur les doigts d'une main, les nobles. On pourrait pas penser à Maxime Réal d'Elsart. Et encore, il n'était pas d'une noblesse française pure souche. Donc on pourrait dire que c'est encore une fois un contre-exemple d'une noblesse purement française d'Ancien Régime. Les meilleurs contre-exemples et contre-arguments que vous aurez contre eux, c'est tous ceux que je vous ai cités, c'est tous ceux que vous trouverez dans votre entourage et dans votre histoire personnelle. À titre d'exemple, moi je vous en donne un dernier. Le seul député à ne jamais avoir prêté aucun serment de l'Assemblée nationale, c'est un député du tiers-État. C'est un député du tiers-État. Je retrouve son nom, il s'appelle De Cahors, de mémoire, Pierre De Cahors. C'est un député qui a refusé tous les serments démocratiques qu'on a essayé de lui faire depuis le début prêter, depuis le serment du jeu de paume, où tous les députés, même les nobles, l'ont prêté, sauf un, lui en l'occurrence. Et c'est le seul à être jusqu'au bout resté fidèle à ses convictions. Il va émigrer, il va refuser tous les serments, il va être le seul député de l'Assemblée nationale à se lever et à enlever son chapeau lorsque le roi Louis XVI, après la fuite de Varennes, va rentrer à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Tous les autres députés, en bons démocrates, vont garder leur chapeau sur la tête pour faire une insulte et ne vont pas se lever pour faire une insulte au roi. Et ce député du tiers-État, du peuple, non noble, un roturier, va être le seul à ne pas enlever son chapeau et à se lever pour honorer la présence du roi de France. Ça, c'est le plus bel exemple d'un aristocrate non noble, roturier, mais qui en fait a atteint la noblesse de geste et la noblesse d'esprit plutôt que la noblesse de sang. D'accord, très bien. Et bien merci Cambo pour cette conférence. Merci d'avoir répondu aux questions et merci surtout à vous tous d'avoir été présents. Vous avez été 120 aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc merci à tous. Alors je vais répéter quelques